Pour parler des prix, les amis, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça fait plusieurs mois que j'arrive et je vous dis, les gars, il n'y a rien à dire. Hein, globalement, on est dans la moyenne qu'on a connue au cours des 5-6 derniers mois et ça bouge pas trop, quoi. ETF Bitcoin, petite victoire encore gagnée. Alors c'est pas vraiment une victoire, c'est une bataille qui n'aura pas lieu. La loi a annoncé que la Security Exchange Commission n'avait pas de raison de refuser l'ETF Bitcoin de Grayscale. Ça veut pas dire qu'ils allaient l'accepter comme ça, mais la Security Exchange Commission n'a pas fait appel contre Grayscale, sachant que vous le savez, quand il y a une décision légale, on peut faire appel pour, entre guillemets, remettre en cause cette décision une seconde fois. Ce n'est pas le cas. Pour le coup, la SEC a tout simplement perdu cette bataille légale et ça n'ira pas plus loin. À voir si maintenant Grayscale arrive à avoir son ETF Bitcoin Spot, mais en tout cas, il rentre dans la liste de tous ceux qui l'ont demandé, comme par exemple BlackRock, sachant que Grayscale, pour le coup, ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils sont dans la file d'attente. À voir si ça accélère. Les amis, on continue. JP Morgan, vous savez, la banque avec son fondateur, la Jamie Dimon, qui déteste les cryptos, qui déteste la blockchain et qui disent que c'est de la merde pour ensuite dire qu'ils vont faire eux-mêmes une crypto-monnaie pour ensuite proposer des solutions blockchain. Bref, comme vous vous en doutez, il crée une solution, la TCN, Tokenized Collateral Network, qui permet, entre guillemets, pour faire très simple, ces gros fonds ont des problématiques des fois sur les appels de marge. Tu déposes, entre guillemets, une caution, tu as de la valeur, d'accord? Ça va te permettre de prendre des positions à la hausse ou à la baisse. Et naturellement, quand ta position te met dans le rouge, qu'en gros, la caution que tu as apportée ne te permet pas d'assumer ta position si elle continue à s'enfoncer dans une, on va dire, une direction qui est négative pour ton portefeuille, à ce moment-là, la personne qui te prête cet argent et qui te permet de te positionner à la hausse ou à la baisse va faire ce qu'on appelle un margin call, un appel de marge. Et à ce moment-là, il faut rapidement que tu puisses rajouter des actifs dans ta caution, dans ton collatéral, pour pouvoir maintenir ta position. Le problème, c'est que les mécanismes qui existent aujourd'hui peuvent prendre jusqu'à 24 heures. Et là, en l'occurrence, c'est très intéressant d'avoir la blockchain qui permet d'augmenter ta position 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En tout cas, c'est en gros l'utilité de cet outil. BlackRock l'utilise déjà. C'est qui d'autre? C'est BlackRock et Goldman Sachs. Bref, c'est des outils qui mettent entre eux. Autant vous dire que ça ne me semble pas très décentralisé. Mais en tout cas, ça utilise la rapidité de la blockchain pour pouvoir apporter de la liquidité rapidement. Les amis, j'avance. Bon, USDT a un nouveau patron, Paolo Ardoino, qui avant était le CTO, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, il est arrivé en 2014 chez Tether. À suivre, ça c'était juste une petite mention. Deloitte, hein, donc l'un des Big Four qui tient un Ethesos au Luxembourg. Luxembourg qui s'agite hein, très fort au niveau du stacking et qui démarre beaucoup de discussions avec beaucoup d'acteurs régulés. Pour ne pas donner plus d'informations que ça, je ne peux pas vous en dire plus, tout était dans ma phrase. En direct, alors les amis, je voulais vous mettre ça. Alors c'est vrai sur Cryptos, c'est également vrai sur le journal du coin. Vous avez une petite page qui vous permet de suivre le procès de Sam Bankman-Fried, hein, le fondateur CEO de FTX, cette plateforme qui a fait faillite. Et franchement, je vous jure, je suis entre gros banger de Netflix ou film de cul. Hein. On est vraiment sur quelque chose de complètement lunaire. Alameda utilisait des dépôts clients pour rembourser ses prêts, évidemment. Alameda avait un compte avantageux sur FTX. Donc Alameda, c'était le fonds hein, qui avait le droit justement de prêter, d'emprunter et d'utiliser l'argent des clients un peu comme sa poche personnelle. Donc aucune ségrégation entre les fonds de l'entreprise et le fonds des clients. Autant vous dire que sur une simple transaction de 500 €, si on utilise des fonds des clients pour payer une de nos factures personnelles, nous, on se fait déglinguer la tronche en France, d'accord? D'ailleurs, c'est l'une des fautes très graves que tu peux avoir, c'est d'avoir une mauvaise ségrégation de tes fonds clients et de tes fonds personnels. Ça n'a rien à voir. Quand ça a commencé à se péter la gueule, il y a eu 100 millions de dollars retirés par heure. Sam Bankman voulait devenir président des États-Unis. Oui, ça fait partie de tout ça. 10 milliards de dollars manquants. Il revient d'ailleurs sur ces chiffres. Sam Bankman-Fried voulait acheter Snapchat. À un moment, ça lui est passé par la tête. C'est quand même moins ambitieux que de devenir le président des États-Unis d'Amérique. BlockFi a presque été vendu à FTX et finalement BlockFi est en faillite en partie à cause d'FTX. Vous pouvez avoir des détails sur chacune de ces infos-là. Hein. Chaque ligne, c'est un article et c'est un détail. Moi, je le suis pas en direct. Je viens lire les grandes lignes sur le journal du coin et sur Cryptost à la fin de la semaine pour voir s'il y a du nouveau, tout simplement. Mining Bitcoin, Bitmain a suspendu certains salaires de ses employés. Alors c'est particulier, c'était pas les salaires fixes, c'est uniquement les salaires qui étaient variables et dus à des performances. Ça n'a pas duré longtemps. Très très vite, ils se sont mis à payer. C'est juste un petit peu étonnant parce qu'ils viennent de sortir un nouveau produit très attendu suite au halving qui va y
y avoir en mars 2024. On a besoin de nouveaux mineurs, beaucoup de gens ont besoin de nouveaux mineurs, notamment les grandes entreprises, et donc naturellement on se dit comment ils peuvent être en difficulté. Bref, quoi qu'il arrive, c'est le bear market. Bitmain, c'est une très grosse machine qui a donc de très grosses charges, et c'est le cas au niveau des salaires. C'est compliqué pour beaucoup de monde, même pour le géant mondial de l'infrastructure de minage. Je vous rappelle que Bitmain est la plus grosse société au monde qui vend des mineurs de Bitcoin, tout simplement. Bref, quand même un petit peu particulier, parce que Bitmain, quand t'es aussi gros, quand t'es aussi incontournable depuis aussi longtemps, c'est quand même un petit peu dur d'imaginer qu'ils sont en difficulté financière. Même personnellement, moi, je suis quasiment persuadé que les mecs, ils minent avant tout le monde du Bitcoin avec leurs machines bien plus rentables, puisqu'ils vont les mettre sur le marché avec quelques mois d'usage. Et donc, j'ai du mal à comprendre comment les mecs, ils peuvent être en difficulté, quoi. Enfin bref, Ferrari va accepter les paiements en crypto-monnaie, tout simplement. Il s'explique que ça va leur permettre de se rapprocher d'une nouvelle clientèle. Et pour le coup, je trouve ça particulièrement intéressant. Si un jour, je m'achète une Féfé, j'aimerais pouvoir la payer en crypto. En attendant, autant vous dire que c'est pas la période qui fait que je vais changer de voiture. Les amis, je termine BitVM. Qu'est-ce que c'est? Bit Virtual Machine. C'est un papier qui a fait beaucoup de bruit et qui est sorti sur les réseaux sociaux, qui a été préparé du coup par un certain Robin. Robin comment? J'ai plus son nom sous les yeux. Merde. En tout cas, ce fameux Robin l'a mis en ligne sur Twitter. En gros, pour faire simple, ce serait sans faire aucune modification sur le consensus Bitcoin, sans même avoir à faire un soft ou un hard fork. Et c'est ça qui est très intéressant. Ça permettrait du coup de créer des scripts et de créer certaines choses qui vont permettre off-chain, pour seulement envoyer le résultat final de ces calculs sur la blockchain Bitcoin, de proposer beaucoup plus de choses. Et évidemment, quand on parle de virtual machine, on a en tête tout ce que l'on peut faire avec l'Ethereum Virtual Machine et donc réaliser énormément de choses. Des contrats, des calculs beaucoup plus complexes, etc. etc. C'est pas aussi simple que ça, hein. Quoi qu'il arrive, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut faire sur Ethereum, c'est beaucoup plus cher. En gros, Uniswap sur Bitcoin, c'est pas pour demain, restez tranquille. Quoi qu'il arrive, c'est intéressant. Alors globalement, il y a des gens qui disent que c'est du bullshit, il y en a qui disent que c'est incroyable, il y en a d'autres qui disent que c'est une avancée comme on en voit peu. Quoi qu'il arrive, c'est que ce troisième point est vrai. On voit peu d'avancées de ce genre sur Bitcoin. La dernière fois qu'on avait vu une avancée de ce genre, c'était l'avancée MAT qui avait été proposée en mars de 2023. Si je dis pas de bêtises. Mais en gros, ces personnes sont en train de réfléchir aujourd'hui comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce que propose Bitcoin sans avoir à modifier profondément Bitcoin. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Bitcoin, ça fait partie de ses valeurs d'éviter les grosses modifications profondes. Et d'ailleurs, les gens se plaignent un petit peu en mode ouais, BitVM arrive, il y a des gens qui disent que c'est bien, des gens qui disent que c'est nul, mais tout le monde gueule. Alors qu'en attendant, les gars, d'un côté, on entend tout le monde qui se plaint en mode il n'y a aucun changement sur Bitcoin, et dès que quelqu'un propose un changement, tout le monde le déteste et tout le monde l'insulte. Et d'ailleurs, ça oblige les gens à réfléchir comment est-ce que je peux apporter une modification ou une avancée sans remettre en cause tout l'intérieur de Bitcoin. Voilà, en gros ce que je veux vous dire c'est quoi qu'il arrive, c'est très intéressant BitVM. Et pour le coup, moi qui n'ai pas ces connaissances, je me dirige vers deux threads, de bitcoiners plutôt robustes, plutôt respectés dans la commu, qui donnent leur avis et qui en gros le régulent. Le fameux Salvatore Ingala, c'est ce mec qui a fait la proposition en mars 2023. Alors pour faire très simple, il explique que ce fameux BitVM, c'est un generic state channel, donc c'est super puissant, c'est super powerful, mais c'est pas suffisant aujourd'hui pour créer ce qu'on appelle un trustless sidechain. En gros, pour faire simple, ce serait d'avoir une deuxième blockchain à côté de Bitcoin, dans laquelle tu peux faire énormément de transactions, dans laquelle tu peux gagner en scalabilité, tout ce que Bitcoin n'a pas aujourd'hui, et in fine, conserver malgré tout la décentralisation que le réseau Bitcoin te propose. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est ok, il y a plein de bonnes solutions, il y a globalement une innovation technique qui est intéressante. Par contre, ce n'est pas encore suffisant pour régler le problème de scalabilité totale. Il explique que pour l'instant, on va perdre un petit peu en sécurité si on utilise un modèle complet BitVM, mais qui a des idées très intéressantes. D'ailleurs, il commence par féliciter le boulot de ce fameux Robin Linus. Et le deuxième que je veux vous donner, c'est ça. C'est un autre thread d'un autre bitcoiner. Je ne sais pas ce qu'il vaut. En attendant, lui, il explique un petit peu rapidement, voilà. C'est pas parfait comme solution, évidemment, c'est pas résistant à tout. C'est pas aussi fort que l'Ethereum Virtual Machine, hein. C'est évidemment plus lent, plus cher et beaucoup plus complexe. Il explique également que ça peut apporter beaucoup de bons usages pour décentraliser des solutions qui sont aujourd'hui nécessaires à Bitcoin et qui sont encore trop centralisées, comme certains oracles ou encore des quorums de sidechain. Donc c'est quand même intéressant. Ça ne résout pas les problèmes de confiance avec la sidechain. C'est le point le plus important, les gars, ça. Hein. En fait, c'est simple. Le jour où on peut avoir une sidechain complètement scalable et connecter ça à Bitcoin, il y a des gens qui vont arriver en mode ok, mais alors Ether, il sert à quoi maintenant? Donc à suivre, ça arrivera peut-être. De ce que j'ai compris, BitVM répond quand même à certains problèmes qui n'avaient jusqu'à présent pas de réponse. Et donc c'est relativement intéressant de se dire que ça va dans la bonne direction
et qu'on est justement dans la direction d'avoir quelqu'un qui un jour va dire bingo, si on utilise pourquoi pas certains avantages qui sont proposés par Salvatore, certaines idées de BitVM, on aura peut-être à un moment une solution qui va proposer justement énormément de scalabilité en plus sur Bitcoin. En tout cas, on s'en rapproche réellement. Et c'est cool parce que ça fait discuter, il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord, ça crée des solutions, ça fait du bruit, et donc ça donne envie à certains de prouver qu'ils ont tort ou raison, et donc naturellement, l'incrémentation empirique, cette fameuse antifragilité qui me plaît autant chez Bitcoin, c'est comme ça qu'elle est née, c'est comme ça qu'elle se développe.